Bonjour Amélie, Bonjour. bienvenue. Donc, bienvenue dans ce numéro des tendances opérationnelles NetExplo. Donc, comme tu le sais, NetExplo est un observatoire de l'innovation mondiale. Chaque année, nous concevons une diffusion avec l'UNESCO une tendance annuelle qui est rassemblée dans ce livre The New Now. Et chaque mois, nous complétons cette tendance annuelle par une tendance mensuelle. Donc, la tendance mensuelle que nous allons examiner ensemble aujourd'hui, c'est sur le branding notamment dans les nouveaux médias, réalité augmentée, métaverse, podcast, etc. Donc toi, Amélie, tu es experte en stratégie de contenu sur les réseaux, tu es aussi conférencière et analyste des nouveaux usages auprès des communautés en ligne. Et puis, tu viens de récemment publier ton premier livre, Génération TikTok. C'est exactement ça. Alors, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler de ton parcours sur les réseaux sociaux jusqu'à l'aboutissement d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce livre, Génération TikTok? Alors, moi, je suis consultante en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. J'accompagne des marques, des institutions, des personnalités à se positionner efficacement sur les différentes plateformes sociales que sont Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Et l'idée derrière, c'est vraiment de leur offrir la dimension créative que ces différentes plateformes peuvent offrir au prisme des innovations, des technologies et de la culture dans laquelle ils baignent. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi TikTok parmi tous ces réseaux pour ton premier livre? Alors TikTok, c'est une plateforme riche, créative et profondément humaine, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir consommer différentes plateformes sociales. TikTok est vraiment celle qui a explosé, hein, ces 18 derniers mois. Et on l'a vu avec son ascension durant le confinement. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs qui consomment, qui créent, qui passent du temps sur ce réseau 1 social. milliard en 18 mois, c'est ça? En plus, enfin, un peu plus, mais c'est vrai que la crise a quand même accéléré les choses de par le nombre de téléchargements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas accès à l'histoire dans son intégralité, comprendre comment la plateforme a évolué et les différentes questions autour de son usage finalement. D'accord. Alors, tu es aussi conférencière, speaker sur un certain nombre de sujets, dont Being a Female Creative in Technology, donc être une femme dans l'industrie créative numérique. En quoi est-ce une question? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les femmes dans l'industrie du numérique sont très peu nombreuses, très peu représentées. Quand on regarde à l'échelle de la France, un peu moins de 20% des femmes travaillent dans l'industrie du numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que les marques viennent chercher, c'est un regard différent, un regard intelligent et un regard novateur sur ce que le monde a à nous offrir au prisme du numérique. D'accord, très bien. Alors, revenons au livre. Donc, les nouveaux médias, bien sûr, bougent tout le temps, hein, les podcasts, le métaverse, etc. Des nouveaux codes, des nouvelles fonctionnalités émergent sans arrêt. Bien sûr. Donc, finalement, pourquoi parler de TikTok dans un livre papier qui est un format fini? C'est-à-dire qu'il est fini au sens, pas où l'avenir du livre est compromis, mais au sens où c'est un objet terminé, fini. Alors que lui, TikTok va continuer à évoluer. Et c'est ce qui fait la force finalement de cette application parce qu'au moment où je le rends et que je le termine, l'application ne cesse d'évoluer. Tantôt, le fondateur quitte la société. Aujourd'hui, l'application propose de vendre certaines vidéos, ce qu'ils appellent des TikTok Top Moments en NFT. Le nombre d'utilisateurs explose, hein. Aujourd'hui, on est de très près au même niveau qu'Instagram, avec 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Et c'est vrai que c'était intéressant quand même de marquer, d'attester cette époque qu'on a quand même tous vécue chez nous, avec le confinement qui occupe une place très importante dans ce livre. Et c'était intéressant surtout de regarder l'histoire et la genèse finalement de cette application chinoise qui est aujourd'hui populaire à l'échelle du monde, mais qui finalement regorge de différentes fonctionnalités et disparités à l'échelle du monde. D'accord, donc j'imagine que tu vas avoir bientôt le tome 2, ou en tout cas une édition augmentée, pour suivre toutes ces nouveautés, ou alors une version en ligne, enfin on ne sait pas. En tout cas, des nouvelles infos vont suivre ce livre forcément dans les semaines à venir. Bien évidemment. Alors, est-ce que tu peux me donner 3 spécificités de TikTok par rapport à d'autres réseaux sociaux? Alors je dirais ce qui fait la force de TikTok aujourd'hui, la première piste, ce serait de penser à sa singularité et comment on peut venir créer de l'authenticité sur TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme valorise énormément l'humain, donc c'est très important de rester fidèle à soi-même. Quand on regarde d'autres applications aujourd'hui, on a quand même ce regard différent et on a des restrictions pour venir créer efficacement du contenu.
Le deuxième point, c'est de s'assurer qu'on a quand même à disposition du matériel de qualité, une très bonne lumière, une très bonne caméra pour pouvoir diffuser et finalement derrière amplifier la viralité de notre vidéo. Et enfin, le troisième point, ce serait de définir finalement la thématique sur laquelle on veut créer du contenu, ce qui va nous permettre de nous différencier de ce brouhaha de contenu et faire émerger notre audience et qui plus est finalement monétiser ou toucher d'autres cibles. D'accord. Alors le sous-titre de ton livre, Génération TikTok, c'est le nouvel Eldorado pour les marques. C'est Alors, ça. en quoi TikTok est un Eldorado pour les marques? Alors aujourd'hui, TikTok est vraiment une porte d'entrée pour définir et encore plus interagir avec son audience. On a la possibilité de créer des contenus vidéo sous toutes les formes, hein. On peut ajouter des effets additionnels à la vidéo originale. Et ce qui fait vraiment la force de TikTok par rapport aux autres plateformes sociales, c'est qu'on peut vraiment rencontrer son audience et entrer en conversation avec elle. La caractéristique qu'ils ont développée et qui est assez intéressante, c'est qu'on peut répondre à un commentaire au prisme du vidéo. Et ce qui est fort, c'est que les audiences aiment ça, aiment être auprès finalement des marques, des personnalités et de toutes les personnes qui veulent émerger sur TikTok. D'accord. Alors évidemment, comme tous ces nouveaux médias, c'est compliqué parfois pour une marque d'aller sur ces plateformes qu'elle ne maîtrise pas ou qui peuvent effrayer. Alors deux exemples peut-être de marques qui ont vraiment bien réussi sur TikTok en s'injectant dans le réseau sans paraître trop artificiel. Alors je dirais la première marque, ce serait l'Olympique de Marseille. Pourquoi l'Olympique de Marseille? Parce que c'est l'une des premières marques françaises à avoir investi TikTok. Quand on parle de l'industrie du football, aujourd'hui, c'est l'un des premiers clubs qu'on regarde à l'échelle du monde qui a décidé de capitaliser sur TikTok pour venir créer du contenu et interagir avec les fans, les patrons de différents organismes et tout l'écosystème qui fédère autour du football. Deuxième marque, j'aime beaucoup cette marque, je dirais Fenty Beauty, qui est donc une marque de cosmétiques qui vient investir finalement le territoire de la beauté au prisme de ses audiences en travaillant avec un panel d'influenceurs pour valoriser les produits de la marque et se servir de l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles sur TikTok. Très bien. Et est-ce que tu as des projets, donc après ce livre qui te prend beaucoup de temps évidemment, enfin tu l'as écrit donc ça c'était beaucoup de temps, maintenant tu es un petit peu en promotion, mais est-ce que tu as d'autres projets pour la suite, les mois à venir, 2022? Alors 2022, j'aimerais écrire mon deuxième livre, toujours dans l'industrie du marketing et de la communication, plutôt avec une dimension entertainment cette fois, donc toujours continuer à écrire. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors nous allons accueillir Wafa Hanafi. À tout de suite. Wafa Hanafi, tu es directrice commerciale chez Les Éclaireuses. Alors comment est né le projet Les Éclaireuses? Alors déjà merci de l'invitation. Les Éclaireuses, c'est un média qui existe depuis maintenant 7 ans et qui a été monté par deux fondatrices, deux entrepreneuses, Chloé Saban et Mélodie Madar. Et leur volonté, je pense que le constat de départ, c'était que finalement, il y avait beaucoup de médias traditionnels qui avaient peut-être une approche un petit peu distante avec leur communauté. Et à l'inverse, l'objectif était plutôt d'avoir, je dirais, une vraie proximité avec notre communauté et presque d'endosser, je dirais, ce rôle de la bonne copine avec qui on a un rapport de confiance, de bons conseils et surtout de s'exprimer de manière totalement décomplexée. D'accord, très bien. Alors quelle est la part du réseau social dans ce projet? Elle est énorme. Elle est énorme puisque aujourd'hui, c'est vrai que Les Éclaireuses, c'est évidemment avant tout un média, donc avec beaucoup de visiteurs sur le média, mais c'est aussi 6,5 millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc le poumon des Éclaireuses, c'est les réseaux sociaux. Et finalement, toute notre organisation tourne autour de ça. À titre d'exemple, nos journalistes sont également nos community managers. Donc finalement, celles qui produisent les contenus sont aussi celles qui les relaient sur les différentes plateformes. Donc il y a un lien indéfectible entre tout ça. Vraiment une réelle imbrication entre ces deux métiers qui parfois sont dissociés un peu artificiellement. Complètement, c'est vraiment notre quotidien d'avoir ce lien indéfectible. Donc là on voit que le contenu est au cœur de la stratégie de développement des Éclaireuses. Donc quelles sont les 3 règles à respecter pour réussir un développement fondé sur le contenu?
Des règles, il y en a beaucoup. Je pense à 3 valeurs qui sont un peu notre leitmotiv au quotidien. Je pense à la première, c'est-à-dire créer du contenu qui crée de l'émotion. Quelle qu'elle soit, ça pourrait être rire, pleurer, de l'étonnement, mais en tout cas, il faut créer l'émotion pour créer la réaction. Ça, c'est la première chose. La seconde à laquelle je pense, c'est l'authenticité, la sincérité, parce que s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Tu en parlais, Amélie, tout à l'heure, sur Exactement. TikTok. Mhm. C'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui donne envie finalement de suivre un média, une personnalité. L'authenticité, la sincérité. Exactement. Ouais. Et d'être légitime dans ce qu'on fait pour pouvoir en parler. Et c'est vraiment un point qui est fondamental et crucial. Et l'autre point, je pense à l'inclusivité, effectivement. En tout cas, nous, notre choix chez les éclaireuses, ça a été de s'adresser à toutes les femmes. Et donc, ça implique aussi de s'adresser à certaines minorités qui souhaitent être entendues et donc faire entendre leurs paroles. C'est un point très important. Et je dirais, pour sortir de ces 3 valeurs, je dirais que c'est un petit peu la règle d'or qu'on s'impose en interne, c'est de ne pas parler à son audience, mais de parler avec son audience. Et ça, c'est vraiment un point crucial pour nous. D'accord, donc la subtilité, c'est d'être un petit peu en co-création avec l'audience finalement. Quand Dans on la parle de conversation, avec, dans la ouais. conversation en Dans tout la cas. conversation. Vous seriez étonné de voir Ouais. le nombre de messages privés qu'on reçoit en interne. Et en fait, je pense que la communauté des éclaireuses s'autorise d'une certaine manière à nous poser des questions, à réagir, parce qu'elles savent indirectement qu'elles vont avoir des réponses. D'accord, très bien. Alors bon, les nouveaux médias dont TikTok se transforment sans arrêt, leurs nouveaux codes, fonctionnalités, etc. Comment les éclaireuses arrivent à suivre le mouvement? C'est pas facile parce qu'effectivement ça bouge vite. Et le premier conseil que je donnerais, et en tout cas que nous on s'impose, c'est de ne pas trop se disperser, à vouloir aller partout, on va nulle part finalement. Donc de choisir la plateforme sur laquelle on souhaite communiquer. Et puis d'être dans l'action finalement, d'agir assez vite et pas de réfléchir non plus trop longtemps. Parce que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette logique de veille, d'être constamment en veille et de faire du test and learn. Voilà, il n'y a que ça qui marche. On regarde, on observe, on apprend à connaître sa communauté et on voit ce qui fonctionne. Par exemple, on s'est lancé récemment sur TikTok. Ça a été un choix, je dirais, mûrement réfléchi et en même temps, il fallait y aller, effectivement. On aurait pu aller sur une autre plateforme. Et finalement, on s'est rendu compte que notre communauté, notamment sur Instagram, elle avait un vrai usage sur TikTok. Et donc, ça avait un intérêt de continuer à poursuivre la conversation sur une autre plateforme et pas sur une autre que TikTok. Ouais, d'accord, très bien. Donc TikTok, qui est l'objet de ton bouquin. Donc qu'est-ce que tu penses de ce que nous apprend Wafa sur le développement des éclaireuses sur cette nouvelle plateforme qui est TikTok? Après, c'est une stratégie qui est classique à de nombreux médias, finalement, de co-construire et de se lancer sur de nouvelles plateformes. Je pense que c'est une très belle démarche de la part des éclaireuses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment on va allouer les ressources derrière suffisantes pour pouvoir créer du contenu sur chaque plateforme sociale. D'accord. C'est ça. Alors Wafa, est-ce que tu peux nous donner 3 exemples de clients qui ont vraiment réussi sur leur branding sur les éclaireuses? Alors, 3 exemples, c'est à la fois beaucoup et très peu. Ouais. Je vais m'attarder sur un qui, vraiment, je pense, a marqué nos esprits. Je pense à la collaboration qu'on a réalisée il y a ça quelques mois avec Yves Saint Laurent Beauté, qui est notre partenaire historique. Et c'est vrai qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, ils ont lancé une opération qui s'appelle Par Amour. Donc à l'occasion de la Saint-Valentin. Et finalement, on a réalisé une série de vidéos destinées aux réseaux sociaux. Et on a interviewé face caméra 3 couples avec des personnalités vraiment distinctes. Et c'est absolument dingue parce qu'elles nous ont chacune donné finalement leur vision de l'amour, leur vision du couple. Et ça, je pense, créé énormément d'émotions pendant le tournage, à tel point que toutes les personnes qui sont sorties du tournage étaient vraiment émues. Et finalement, il n'y a pas de mystère, ça s'est vu sur les réseaux sociaux. La campagne a eu une visibilité énorme et surtout en termes d'engagement, de réaction, de commentaires, ça a été un vrai succès. Et je pense pour une marque comme Yves Saint Laurent Beauté qui a une telle renommée, l'objectif était plus que de parler de produits évidemment, c'était vraiment d'adresser finalement et de partager ses valeurs de marque, son ADN. Et c'est là où ça devient une opération beaucoup plus intéressante, une vraie opération de branding comme on les aime. Je pense à un autre exemple, la BPI, Banque Publique d'Investissement, avec laquelle on a collaboré il y a de ça 2 semaines, donc c'est tout récent. Ils ont lancé leur événement, le Big Set, à l'Accor Arena. On était un de leurs partenaires et ça a été fait en présence d'Emmanuel Macron, de Xavier Niel et plein d'autres entrepreneurs. Vous connaissez certainement cet événement. Et finalement, dans le cadre de cet événement, c'était finalement pour la BPI une évidence
que de soutenir l'entrepreneuriat. Et finalement, ils ont réussi en quelques années à créer l'un des plus grands rassemblements business en Europe. Et finalement, ce n'est pas une surprise puisque c'est vraiment dans leur ADN. Ils sont légitimes pour parler d'entrepreneuriat. Et voilà, c'est des projets qu'on aime, nous, soutenir. Donc ce que je retiens dans ces deux projets, en tout cas l'émotion sur le plateau pour Yves Saint Laurent qui rejoint la sincérité dont tu parlais, et puis sur le deuxième sur BPI, c'est que c'est vraiment des valeurs au cœur de leur ADN, comme tu le disais, le business. Donc il n'y a pas de décalage entre la réalité et l'image. Donc on parle là de sincérité. Exactement. Donc ça rejoint les deux points dont tu parlais, Amélie. Est-ce que tu as une question, une remarque pour Wafa concernant leur stratégie sur les réseaux ou sur... Éventuellement, quelles sont vos ambitions sur 2022? Comment vous voulez évoluer sur les différentes plateformes? Est-ce que vous avez envie de vous lancer sur Clubhouse? Est-ce que vous innovez sur le podcast? Alors, on a déjà une émission de podcast. On a créé un nouveau média qui s'appelle C'est qui la boss, qui est autour de l'entrepreneuriat féminin, de vie professionnelle, vie personnelle. Ce nouveau média, on l'a créé principalement sur Instagram, à l'inverse de ce qu'on avait fait sur les autres verticales des éclaireuses, parce qu'on sentait que le potentiel était vraiment là. On était sur une communauté, un sujet plus engagé. Donc, Instagram fonctionnait bien. On a effectivement décliné un podcast qui s'appelle C'est qui la boss et que je vous invite à écouter, présenté par Mélodie Madar. Et dans nos enjeux 2022, c'est évidemment d'être dans cette continuité. On a un enjeu très très fort sur la vidéo, de continuer à développer notre marque blanche. Aujourd'hui, on a un studio de vidéo en interne avec de nombreuses expertes et collaboratrices. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques en viennent à nous demander de produire leur contenu sur les réseaux sociaux chez nous. Très bien. Donc voilà, de pouvoir développer ça. Et on a plein d'autres sujets. On a C'est qui la boss, la plénière qu'on aimerait... la pépinière, pardon. La pépinière qui serait vraiment un lieu où finalement on viendrait soutenir les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans cette incroyable aventure qui est l'entrepreneuriat et de pouvoir leur mettre à disposition nos locaux, notre réseau, notre savoir-faire. Et la dernière chose qu'on adorerait faire sur 2022, je dirais que c'est... de repartir à la rencontre de nouveau de notre communauté après quasiment 2 ans d'enfermement et de créer beaucoup d'événements et notamment un événement de scène, d'humour dédié aux femmes finalement et de créer vraiment l'événement tout au long de l'année. Très bien, des projets super intéressants pour 2022. On a hâte de les suivre et d'en parler ici ou sur d'autres plateaux NetExplo. Donc merci beaucoup Wafa. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Donc maintenant, pour la suite, Amélie, nous allons accueillir Bakang, qui est le cofondateur du podcast Lucky Day, puisqu'on parlait de podcast juste avant avec Wafa. Bonjour Bakang. Bonjour à tous, salut. Donc toi, tu es spécialiste de la stratégie des marques sur les nouveaux médias. C'est ça, exactement. Tu as cofondé la marque Dear Musli, mais aussi, plus récemment, le podcast Lucky Day, qui est un podcast business et branding. Donc c'est exactement le thème de notre émission d'aujourd'hui, et c'est comme ça que tu le définis, je crois. C'est vraiment la baseline du podcast. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le but du podcast, on a eu 2 gros objectifs. Le numéro 1, c'est qu'on a observé la scène de podcast et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'entrepreneurs et entrepreneuses qui n'étaient pas du tout représentés. C'était un vrai problème pour nous. Donc on voulait leur donner la parole parce que ça ne représentait pas ce que nous on voyait au quotidien en fait, les entrepreneurs qu'on rencontrait. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le monde du branding, il y avait pour nous un sorte de trou béant avec des explications qui étaient des fois trop complexes pour peu de résultats. Donc notre but c'était vraiment de démocratiser. Donc beaucoup de théories, beaucoup d'abstraits, mais ça. Finalement pas beaucoup de sorties pratiques. Quoi. Et puis le côté un peu beaucoup plus accessible en fait. On s'est démocratisé l'accès au branding tout simplement. On a lancé donc Lucky Day comme ça. Très bien. Alors donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sur les réseaux sociaux, ton parcours à toi, jusqu'à arriver à Lucky Day? Alors moi j'ai toujours eu un amour avec les réseaux sociaux. Je suis très à l'aise dessus. J'ai toujours compris que j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de followers entre guillemets pour avoir un réel impact. Alors ça c'est intéressant parce que c'est souvent la question un peu trompeuse que tout le monde se pose. Ah là là, j'ai pas assez de followers. Alors pourquoi c'est pas si important? Pour moi il y a 2 types d'influenceurs. On a l'influenceur type blogueur qui a besoin d'avoir beaucoup d'influence et du coup parce qu'il doit créer des partenariats et vite ça. Et tu as les micro-influenceurs, mais je les appelais les micro-influenceurs. Et donc ça va être des gens qui sont des fois, ils montent à 5000. Ah oui, mais c'est des gens micro, mais qui ont un réel impact dans les prises de décision. D'accord. Et donc c'est un type d'influenceur qui est un peu différent, qui
c'est des gens qui sont vraiment dans la stratégie. Et c'est les gens que je suis. Je me considère plus dans cette catégorie. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'influenceurs. Par contre, je veux avoir des échanges qui ont du sens. Et c'est ce que je recherche le plus sur les Donc on réseaux. revient encore sur la question de la sincérité, de l'authenticité. C'est un peu ce que tu dis quand tu parles d'avoir du sens plutôt que d'avoir des millions de followers qui éventuellement ne sont pas du tout derrière toi sur tes contenus. Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a un peu, pour faire le lien avec le podcast, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment, c'est qu'en mettant en avant ces visages qu'on ne voyait jamais, Mhm. les- les- tout le monde était surpris par le reach qu'on pouvait avoir par vidéo. Et t'en es témoin avec ta vidéo qui a Ah oui très très bien fonctionné. C'est C'est vrai. Oui, j'ai été invitée du podcast Lucky Day et c'est D'accord. vrai que finalement c'est un podcast qui a énormément d'impact Mhm. et qui rayonne dans toute la France et même au-delà. Ouais. Et on se rend compte que finalement il n'y a pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés. Mhm. On mesure vraiment l'impact grâce aux écoutes et grâce à l'engagement qu'une simple vidéo ou qu'un Mhm. simple épisode peut faire. D'accord, donc on parle d'un impact peut-être qualitatif ou... Exactement. Qualitatif, et puis quand on compare finalement avec Mhm. les autres podcasts, si on regarde juste les chiffres Ouais. des vidéos qu'on poste, on a quoi, 6000 abonnés et Mhm. on a des vidéos à 10 000 D'accord. vues et plus. Ah ouais. Et quand on va sur d'autres Instagram, c'est pas du tout la même chose. Ouais. D'accord, très bien. Alors, sur ton profil LinkedIn, à Ouais. toi personnellement, on peut lire Think Beyond Instagram. Pourquoi penser au-delà d'Instagram? C'est, pour moi, c'est important parce que je crois vraiment en l'expérience en fait. Quand je réfléchis une campagne, quand je réfléchis une stratégie pour un client ou pour nous-mêmes, c'est toujours une question d'expérience. Et donc, il faut absolument réfléchir Instagram et les réseaux sociaux, Mhm. mais aller au-delà de tout ça. Bien sûr. Pourquoi? Parce que demain, en fait, on a besoin de tous ces points qui sont extrêmement importants pour pouvoir créer une expérience qui va faire qu'on va se rappeler de toi dans 6 mois, dans un an. D'accord, ok. Alors maintenant, on va revenir au podcast, qui est le cœur de ton business. Ouais. Donc, comment abordez-vous, donc toi et ton équipe, le podcast? En quoi est-ce un nouveau média intéressant pour les marques? Alors, on est deux déjà. Je fais ça avec Mhm. Dicom, mon Très frère, bien. avec qui on a aussi cofondé Dirmusli avant. Mhm. Au niveau de notre vision en fait, du podcast, c'est de se dire il y a deux choses. Il y a l'audio, qui est extrêmement importante. Pour les marques, c'est enfin l'occasion de pouvoir se raconter et se raconter pendant longtemps. Quand on regarde ce qui se passe, et je vais comparer avec la musique qui est très importante aujourd'hui, parce que c'est les numéros 1 en termes d'audio, on arrive à garder une autre audience beaucoup plus longtemps et on peut donc leur vendre beaucoup plus de choses. Et donc c'est un secteur qui ne fait qu'exploser D'accord. parce qu'on est capable de maintenir notre client comme ça en haleine. Et c'est fort pour les marques avec lesquelles on travaille parce que derrière, elles peuvent enfin s'illustrer. Faut se rappeler que la dernière fois où elles s'illustraient comme ça, c'était dans les pubs. Ça durait quelques secondes. C'est vrai. Et elles devaient mettre un budget énorme. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, pendant 45 minutes, 30 minutes, elles peuvent raconter des histoires. Et j'aimerais donner un exemple, si c'est possible. Je vais donner l'exemple de les concurrents de Uber. J'aurais parlé des marques, non? Oui, oui. Ouais, concurrents de Hitch, Mhm. avec qui on a échangé un petit peu. Hitch avait une problématique simple, je vais essayer de rester en pratique, c'était de se dire comment on fait pour maintenir l'expérience Hitch. Ce qu'on a dit, c'est écoutez, dans les voitures Hitch, il y a toujours la radio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter des histoires de gens qui tombent amoureux. Il se passe énormément de choses quand on prend le bus. Donc il y a des gens qui tombent amoureux, il y a des gens qui vivent des expériences avec le chauffeur, tu rates ton avion pour un mariage. Enfin, il y a énormément de choses à raconter et tout ça, ça peut être des mini-épisodes qui peuvent servir. Et c'est comme ça qu'on se raconte. C'est comme ça que j'ai conseillé à Hitch de se raconter. Bon, c'est pas aller jusqu'au bout, mais... Mais c'est une très bonne idée. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là encore, de partir de la réalité pour avoir une relation très sincère et en lien avec la marque. Tout à fait. D'accord. Alors, quelles sont les 3 spécificités du podcast par rapport à d'autres médias? Le numéro 1, pour moi, c'est... ce que j'ai comme retour, c'est la voix. Mhm. Les gens ont un affect particulier avec la voix. Et je vais reprendre l'exemple de la musique. Je pense qu'on a tous vécu ce truc-là où on va écouter une chanson sans voir le clip et il y a tout un imaginaire qui se crée. Et souvent, c'est bien mieux que le Ouais, clip. ouais. Et c'est exactement ce qui se passe avec le podcast. On arrive comme ça à accéder à une partie très 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 intime des gens avec qui on partage. Donc ça, c'est le numéro 1. La deuxième chose, c'est ce que ça veut dire en fait. Et plus largement, c'est ce que l'audio veut dire. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans un salon, dans la salle de bain. Enfin,
c'est une opportunité qui est énorme. La troisième, c'est le fait qu'il y ait différents formats finalement. Nous, on est aussi bien en audio 100% qu'en vidéo. Et en vidéo aussi, ça change énormément de choses. Il y a des très très belles opportunités qu'on connaît déjà en réalité, mais lier les deux, je trouve que c'est génial. D'accord. Alors, est-ce que tu as trois exemples trois ou un ou deux exemples de réalisation que tu as réussi récemment avec des marques, des collabs, des marchés, des opérations? Je vais en donner deux. Avec le podcast, il y en a une qu'on est en train de finir. Alors, pour parler d'étapes, la première étape pour nous, c'était de créer notre podcast et puis créer différentes audiences. Et la deuxième, ça a été d'avoir des audiences assez grandes pour pouvoir produire des podcasts. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. En plus d'avoir notre podcast Lucky Day, on produit des podcasts pour différentes marques. Aujourd'hui, on travaille avec une start-up qui s'appelle Official. Et on a créé un podcast dont je suis assez fier, qui vient vraiment transformer en fait ce qui se fait dans le monde du travail. On le raconte, mais on le raconte avec nos mots. Et on raconte la réalité. Donc c'est le bien, c'est le génial, mais c'est aussi tous les coins un peu dark. Donc dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel. Donc c'est dans des bureaux, c'est ça, c'est l'univers professionnel, c'est ça qui est Alors raconté. nous on casse avec l'univers professionnel. D'accord. On est dans des bureaux, mais on est très relax. Mais par exemple, on va entendre la RH des ressources humaines de SNCF. Parler des SNCF comme je pense qu'elle n'a jamais parlé de la SNCF. D'accord, on va pas le citer ici. Donc Amélie, toi tu connais ce podcast, apparemment tu disais bravo à Bacon. Oui, bravo. Bravo, puisqu'en fait aujourd'hui Lucky Day Créatif, qui est pour moi une structure de production, a son propre podcast, qui est donc Lucky Day tel qu'on le connaît, mais a réussi à vraiment diversifier sa voix en accompagnant les marques, en créant eux-mêmes leur podcast, en co-branding ou pas. Et finalement, ce qu'ils ont réussi à faire avec Official, c'est assez intéressant, puisqu'on parle de transformation du travail. Et je pense que ces 18 derniers mois n'ont jamais été aussi bouleversés. On peut travailler de n'importe où. Finalement, quand on parle de digital nomade, qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'avec ce podcast, on a la chance de pouvoir écouter, entendre des récits de personnes qui ont changé de vie, qui expliquent les mutations de leurs entreprises. Et c'est assez intéressant finalement de voir comment le monde du travail aussi évolue. Et ils abordent différentes questions. La maternité dans le cadre d'une entreprise. J'ai vu qu'ils ont interviewé l'ancienne directrice de WeWork, que j'avais déjà sur LinkedIn. J'ai pas encore écouté, donc je suis en retard. Mais je trouve que la démarche est vraiment brillante et ils peuvent diversifier sur d'autres thématiques, le sport, la musique, le cinéma. Et ça donne vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans des industries comme ça. Alors en vous écoutant, là, tu parlais de RH et je me demandais, et du podcast comme canal vraiment très direct, très sincère entre deux personnes qui passent par la voix, je me demandais si c'était possible d'avoir des formations en mode podcast. Nous on en fait déjà, c'est trop drôle. D'accord. En fait on a créé... le podcast nous a permis de faire pas mal de choses, ça nous a permis de diversifier aussi nos sources de revenus. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais on a mis un lien tout simplement pour proposer du mentoring, parce qu'on avait énormément de demandes entrantes à savoir comment faire un podcast. Nous on prévient tout de suite que c'est pas très compliqué, mais il y a quelques informations importantes à avoir et en une demi-heure tu es capable de le faire. Donc ouais, on propose des formations de podcast, c'est important et c'est très accessible finalement. Très bien. Bon, est-ce que vos projets pour 2022, est-ce que vous avez des perspectives déjà claires pour la suite? Alors, au niveau du podcast, oui, complètement. Nous, on rêve de lancer de créer notre premier événement. Donc, ce serait d'inviter différents entrepreneurs, avoir tout le monde dans une salle et partager un vrai moment avec eux, super rythmé, super cool. Et en dehors de ça, on voudrait créer une formation en ligne, en vidéo, mais de façon stylée, bien sympa, j'imagine. Pour les gens qui nous suivent. Très bien, parfait. Merci beaucoup Bakong, et donc à bientôt pour la suite. Merci, à bientôt. Donc Amélie, pardon, excuse-moi, donc j'espère que c'est la première fois qu'on te le fait, mais je dis que non, voilà c'est ça. Donc nous allons recevoir Ismaël maintenant, qui a fondé Biborg. Très bien. Donc Ismaël, bonjour, tu es Chief Creative Officer et Managing Partner chez Biborg. Oui. Peux-tu nous parler de la création de Biborg et puis de Biborg en général telle qu'elle est maintenant? Ok, Biborg, on a créé Biborg en 2009. C'était une agence pure display, très digitale. À l'époque, on avait déjà cette vision un peu humaniste de ce qu'on voulait faire, du travail de création de campagne digitale. Et donc, on s'est concentré sur
des formats qui sont non intrusifs, D'accord. pas de roadblock, d'obligation de consommer les contenus, et donc on s'est plutôt concentré sur des invitations engageantes, des call to action sympas, hyper interactifs, qui étaient plutôt là pour inviter les gens à découvrir des expériences plutôt que de leur imposer. Et en Donc fait, une démarche très respectueuse de ton audience dès le début. tout à fait. Depuis le début, on faisait partie de Interactive Advertising Bureau. Mhm. On a milité pour empêcher certaines pratiques, des pop-up, des trucs comme ça. Et en fait, l'industrie qui a été la plus réceptive de notre approche, historiquement, ça a été l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Et donc, parce que en fait, sur des sites de jeux vidéo où il y a énormément de messages, il y a plus de 12 000 sorties par an de jeux, donc c'est hyper concurrentiel. L'audience, en fait, si on lui impose un message qui est pas terrible, généralement va plutôt avoir une réaction inverse et plutôt bâcher le contenu plutôt que de s'engager et d'essayer de découvrir l'expérience que propose l'annonceur. Et donc, vu qu'on avait une démarche hyper engageante, on s'est développé comme ça progressivement en 12 ans autour de ces projets jeux vidéo. On a rajouté pas mal de blocs à notre offre. Et aujourd'hui, on est vraiment une agence spécialisée gaming, donc gaming, e-sport. Et on fait de la stratégie, on fait du média, on fait de l'activation, on fait de l'influence, on fait de la campagne display, on fait de la campagne télé, on fait de tout en fait. D'accord, très bien. Mais dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. Alors je sais, bon, tu travailles avec plusieurs marques de jeux vidéo, plusieurs jeux vidéo, mais je sais aussi que tu choisis des marques en dehors de ce secteur-là, donc des marques exogènes qui seraient par exemple du côté de l'Opéra de Paris. Donc c'est assez surprenant peut-être a priori. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix de marque et comment collaborer avec de telles marques? Ouais, alors nous en fait c'est assez intéressant le case study de l'opéra parce que personnellement je pense que c'est une des formes les plus ancestrales d'entertainment. L'opéra, il y a une dimension quand même un peu interactive, tout se passe en live, il y a des... Et puis ça aussi, comme le jeu vidéo, un creuset artistique, voilà, à la croisée des chemins. De plusieurs disciplines. De plusieurs disciplines, entre la musique, la danse, le chant, l'écriture, la scénographie, les costumes, tout ça. Comme un jeu vidéo, finalement. Comme un jeu vidéo. Et donc, d'abord, on a travaillé avec l'opéra pour leur format un peu sociaux, présence notamment sur Instagram, des petites vidéos un peu backstage, des contenus sympas, qui sont finalement assez similaires des contenus qu'on propose pour les marques de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que là, récemment, on a sorti une sorte de vidéo un peu corpo pour annoncer le nouvel opéra, parce qu'ils ont changé de direction. Et en fait, ça ressemble beaucoup à un trailer de jeu vidéo. Donc on a emprunté des codes gaming qu'on a utilisés pour valoriser l'opéra, qui, pour moi, je pense, est très comparable à des univers vidéoludiques. L'opéra pourrait être une plateforme, et puis les différents spectacles sont des expériences comme autant de jeux vidéo sur une console. Alors le jeu vidéo a été longtemps réservé aux gamers, et de plus en plus, avec notamment le métaverse qui arrive, etc., on s'aperçoit qu'on bascule dans une sorte de grand jeu vidéo généralisé, qui est bien plus qu'un jeu vidéo, qui devient un espace social, voire un nouvel Internet, enfin, etc. D'ailleurs, ça, on en parle dans nos tendances, d'un nouvel Internet par génération, etc. Mais surtout, la question, c'est comment est-ce que les marques ont bien compris que le jeu vidéo pouvait devenir un nouvel Eldorado, enfin, en tout cas, une nouvelle une façon de communiquer autrement que placer un logo sur un immeuble dans un décor de jeu vidéo, avec des engagements beaucoup plus fins et construits. Et justement, en fait, ça rejoint la deuxième partie de la question précédente pour savoir pourquoi certaines marques, donc non endémiques, on va pouvoir quand même travailler avec ces marques alors qu'on se revendique agence totalement consacrée au gaming, à l'e-sport et aux jeux vidéo. En fait, d'abord, il faut avoir des valeurs compatibles avec celles de nos communautés gaming, et il faut avoir l'ambition d'apporter quelque chose d'intéressant pour les audiences gaming et les gamers. Si nous on fait ce constat-là,
dans la démarche Mhm. de la marque, qui n'est pas forcément une marque jeu vidéo, on va se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Une démarche, on parlait d'authenticité tout à l'heure, une démarche authentique. On est donc dans l'accompagnement d'une marque qui veut vraiment proposer quelque chose d'intéressant. Les marques trop, on va dire, opportunistes, Ouais. effectivement, on va généralement plutôt refuser ce genre D'accord. de brief. Parce que tu sens un déficit de sincérité ou Exactement. D'accord. En fait, nous, on est au service Mhm. des communautés avant d'être au service des marques. D'accord. Et c'est cette démarche un peu humaniste, Mhm. human-centrique Mhm. qu'on a depuis le début et que nos clients aiment beaucoup. Parce qu'on voilà, on peut exprimer clairement quand un brief va dans une direction qui n'est pas la bonne, on va clairement essayer de recadrer et tout Mhm. ça. Et donc, par exemple, pour citer un exemple Mhm. récent, on a la campagne de Coca-Cola avec la publicité Real Magic Mhm. qui reprend des codes du jeu vidéo et qui est en fait hyper mal perçu. Parce que, enfin, qui a un taux de Ouais. dislikes sur Ouais. YouTube phénoménal. Mhm. Et en fait, c'est de la récupération D'accord. par une grosse boîte Mhm. avec beaucoup d'argent Mhm. qui vient mettre son logo Mhm. sur une communauté. Mhm. Et c'est pas du tout en fait comme ça qu'il faut procéder. Il faut d'abord montrer patte blanche, il faut montrer qu'on a compris le but du jeu, la passion qui est partagée au sein de ces communautés de gaming. Et on va apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'enrichissant. Et là, si on s'engage dans des conversations, et ça prend du temps, c'est du quotidien, Mhm. on s'engage dans des conversations avec ces communautés, progressivement, ces communautés vont accepter la présence de la marque, et ce sont des communautés très vocales, très engagées. Mhm. Quand elles acceptent une entité, on va dire, au sein de la Mhm. famille, ces communautés vont soutenir cette entité, D'accord. vont revendiquer cette entité, vont relayer, vont être des communautés d'ambassadeurs, en fait, même au sein des familles. On disait tout à l'heure Think Beyond Mhm. Instagram. Moi, j'aimerais dire Think Beyond the Gamepad, Mhm. parce que l'expérience du gamer va bien au-delà de son écran. Et il va parler de ses expériences auprès de ses amis, auprès de je sais pas, ses Ses parents, proches, ses proches. Et puis maintenant, les gamers sont aussi à tous les étages de la société, hein, Ouais. Quasiment Ouais, ouais, bien 77 sûr. ans. Voilà. Ouais. Ok. Et alors justement, par rapport aux jeux vidéo, les gamers dont Ouais. tu parles, est-ce que tu as en tête 3 spécificités du jeu vidéo par rapport à d'autres médias, voire d'autres nouveaux médias, par Ouais. exemple TikTok ou d'autres? Twitch, par exemple. Twitch, Twitch justement. cartonné en France, alors qu'il y a quelques mois, on n'en parlait pas Ouais. comme maintenant. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait eu le rachat d'Amazon derrière, forcément, ça a entraîné de nouveaux mouvements. Et on voit les marques de plus en plus prendre la place et intégrer Twitch à leur stratégie de contenu au long Complètement. cours. Plus que les marques d'ailleurs. Ouais. Hein. Maintenant, il y a Les aussi médias. même des médias Ouais. sur Twitch, Ouais, il y a c'est de la politique aussi, beaucoup. Non, en fait, et Twitch, c'est un bel exemple de plateforme d'abord destinée aux gamers, Bien qui a d'abord été utilisée par les gamers et qui aujourd'hui s'ouvre à beaucoup plus de sujets que l'unique sujet du jeu vidéo. Et donc sur les 3 spécificités. Les 3 spécificités, jeux je vidéo. dirais qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, comme je disais, il y a beaucoup d'engagement. Mhm. C'est un support très interactif, hein, comme d'autres, hein, comme TikTok aussi. Mais le jeu vidéo, je pense que il y a une complexité de code et une pluralité de communautés. Et comme je disais tout à l'heure, aussi des communautés qui sont très très vocales, parfois un peu toxiques, il faut le reconnaître, qui vont bâcher très facilement une marque Donc il y a un côté épidermique, ouais, il y a un qui côté est de réaction épidermique. immédiate. Tout à fait. Et en fait, je veux dire, il faut être très prudent pour une marque quand on s'engage dans le monde du gaming. Il faut vraiment y aller avec des experts comme nous, hein, Voilà, Biborg. c'est ça, ouais. Et justement, est-ce que tu as des exemples de réalisations réussies de certaines marques qui ont vraiment réussi cette entrée patte blanche dans l'univers? Alors,
si je reste focus sur nous, ce qu'on fait Ouais, très bien. chez Biborg, Mhm. là, j'étais hyper content de savoir que le Z-Event, donc, qui est un événement organisé par Zerator et Bien toute sûr. la Z-Family tous les ans, qui a lieu sur Twitch. Chaque année, ils vont sélectionner une association pour voilà, faire une levée de fonds, en fait, une collecte. Donc ils font appel à la générosité des gamers. Et là, cette année, c'est Action contre la faim. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un processus de décision interne. Nous, on a fait une campagne en décembre pour Action contre la faim sur Twitch, avec le rêve de montrer patte blanche, de montrer qu'Action contre la faim, c'est des actions terrain, c'est des actions au bout du monde, mais c'est des actions en bas de chez nous aussi, surtout en période de pandémie où beaucoup de gens ont été impactés, notamment les étudiants avec des difficultés de subvenir aux besoins les plus simples, besoins alimentaires. Et donc on a eu cet argumentaire qui est honnête, sincère, auprès des gamers, sur Twitch. Et quelques mois après, on était hyper content de voir que c'est l'association qui a été recueillie par le Z-Event. Donc on ne peut pas prouver que c'est connecté, Oui, bien sûr. que Ouais. c'est immédiatement connecté, mais je trouve que c'est une réalisation réussie parce que on montre un cheminement qui prend un peu de temps et qui est celui d'une démarche authentique et honnête. Ensuite, d'autres exemples, c'est autour par exemple, de ce qu'on fait pour Riot Games. On définit en fait la ligne éditoriale et le fond et la forme des ligues e-sport de Riot Games. On a travaillé sur League of Legends, sur Valorant, sur plusieurs ligues chez eux. Et à chaque fois, en fait, on va chercher l'essence du contenu, c'est-à-dire les valeurs qui vont être portées par la ligue. Sur Wild Rift, c'est un jeu sur mobile, beaucoup plus facile d'accès qu'un jeu qui nécessite une installation PC, etc. On va se dire que là, on va travailler sur des valeurs d'inclusivité, sur beaucoup sur l'ouverture, sur des prises de parole manifestes, comme ça, manifesto, où on met les valeurs avant tout. Et ensuite, charge aux marques de se reconnaître dans ces valeurs. Est-ce que je me reconnais dans ces valeurs d'inclusivité? Est-ce que j'ai envie d'ajouter ma marque à cette présentation, etc. Et donc là, les marques peuvent venir en tant que sponsor, etc. D'accord. Euh, Et j'avais une question, tu parlais de haters et de communiqués très épidermiques. ouais. Je crois que tu utilises l'IA, ou alors c'est un prototype, encore une expérimentation, pour justement définir un petit peu le degré de toxicité de certaines communautés. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement cette... Ouais, en fait, nous, on utilise beaucoup de nouvelles techno chez Biborg. On utilise pas mal l'IA. Alors, d'abord, l'IA RF pour faire de la réalité augmentée. On fait beaucoup de lens sur Insta, des opérations TikTok. On a fait la première lens full body pour Valorant sur Snapchat, donc qui détecte pas seulement le visage, mais tout le corps. Après, sur l'IA plutôt sémantique, ça, c'est plus pour nos outils internes. On va, par exemple, faire du listening, de conversation, de réaction sur des chaînes Twitch, par exemple, autour de certains jeux. Et on va identifier, avec une sorte de petit baromètre, le niveau de bienveillance ou de toxicité de la communauté en question. Et donc, on peut cartographier comme ça le panorama des communautés jeux vidéo et donner un score de toxicité ou pas en fonction des communautés et des jeux. Donc ça, c'est très utile pour une marque d'avoir une telle cartographie pour pouvoir justement être guidé. C'est un compas qui nous permet de plutôt aller vers des communautés qui partagent des valeurs positives, on va dire. Ouais. Très bien. Et puis pour terminer sur des exemples intéressants, je pourrais parler de PayPal qu'on a accompagné, qui est du coup une marque complètement non endémique, qu'on a accompagné sur le monde du gaming avec le sponsoring d'une scène e-sport Rainbow Six Siege chez Ubisoft. Et en fait, eux, ils sont arrivés au moment où Mastercard sponsorisait League of Legends. Et Mastercard sont arrivés avec des films où on voit des drones qui passent au-dessus de milliers de personnes, etc.
Et donc moi j'ai dit à PayPal, nous on va faire tout le contraire. On va s'intégrer à la communauté. On va prendre des caméras épaules et jamais dépasser la hauteur d'homme du gamer. Et on va dire, nous, on fait partie de la communauté, on ne survole pas la communauté. Et ça, c'est voilà, pour vous dire la philosophie qu'il faut adopter pour s'inscrire correctement dans le paysage vidéoludique. Et finalement, s'infiltrer dans la communauté. Voilà, c'est tout à fait, c'est une infiltration, mais en fait, c'est comme quand on arrive dans une soirée qu'on n'est pas forcément invité. Si on s'infiltre avec une belle bouteille de champagne et puis qu'on apporte un peu de panache à la fête, on est bien accueilli. Si on arrive sans rien et qu'on tire la tronche et qu'on veut juste imposer une pub, un logo, un machin, là on se fait sortir, mais Direct. voilà, direct. Très bel exemple. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup Ismaël, Merci. c'était très intéressant. Et donc maintenant nous allons parler international avec un tour du monde des innovations. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Alors Dauphine, donc Dauphine Ancel, tu pilotes le groupe NetExplo Intelligence Network sur LinkedIn. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, bah déjà, merci beaucoup Sylvain de m'accueillir aujourd'hui sur ton plateau. Donc en effet, c'est moi qui pilote le groupe NetExplo Intelligence Network. Donc en fait, c'est un réseau d'étudiants qui sont donc, sur tous les continents et dans tous les secteurs. Et nous, on les rassemble sur deux réseaux, donc Instagram et LinkedIn. Et c'est hyper intéressant pour moi parce que j'aime beaucoup l'international. Je viens de passer 2 années à Londres et là, je continue mes études à Paris. Et donc sur ces réseaux, on propose une vidéo chaque semaine où on présente une des innovations qu'on a captées. Donc c'est toi ici qui à présente NetExplo. cette innovation. Exactement, c'est moi qui présente cette innovation. Et on choisit des innovations qui vont intéresser les jeunes et qui sont assez étonnantes, assez surprenantes, voire effarantes. Effarante, carrément. Donc c'est une communauté multisectorielle et multiculturelle. Exactement, Sylvain. Donc, comme je le disais, c'est des étudiants qui viennent de partout dans le monde, qui font des études très variées, ce qui nous donne une vraie ouverture assez incroyable, qui nous est très chère ici chez NetExplo. Alors quelle est leur mission ? Alors, leur mission, c'est de contribuer avec nous à la captation annuelle des 3000 innovations qu'on capte du coup chaque année chez NetExplo. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont un regard différent puisqu'ils sont plus jeunes. Et comme ils sont dans des pays différents, ils peuvent vraiment mettre en avant des innovations qu'on aurait peut-être eu plus de mal à capter, nous, à Paris. Et surtout, ils sont dans des spécialités très très variées, médicales, design, business, enfin, Exactement. c'est là où vraiment chaque expert dans sa spécialité peut remonter des innovations complètement en phase avec leur angle de vue. Tout à fait, ils sont vraiment dans tous les secteurs, donc on peut toucher à des innovations dans tous les domaines. Très bien. Donc là, ils sont en train de travailler sur la captation 2022, pour remonter 3000 innovations, et après faire le N100. Donc pour l'instant, on a quelques innovations intéressantes, donc on a une 50aine à peu près. Est-ce que tu peux nous donner en exclu, en avant-première mondiale, une de ces innovations 2022 ? Alors je peux, Sylvain. Récemment, les étudiants ont capté une innovation qui s'appelle Ender Ocean. Donc en fait, c'est une start-up qui a pour but de sensibiliser le grand public à la pollution sous-marine par le biais des jeux vidéo. Donc en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est d'accrocher à des bateaux des petits robots avec des pinces. Et en fait, les joueurs peuvent jouer en ligne et contrôler ces robots. Et donc, depuis chez eux, nettoyer les océans. Donc là, par exemple, si j'avais le joystick, la manette, etc., je pourrais nettoyer les océans à partir de ce plateau. Exactement. Et c'est vraiment un jeu vidéo, puisque le but, c'est de ramasser plus de déchets que les personnes qui jouent en ligne contre toi. Donc c'est une façon de gamifier la dépollution. Exactement. D'accord. Exactement. Et le lancement du coup de cette innovation qui est assez surprenante, elle est prévue pour la Journée mondiale des océans en juin 2022. Très bien. Est-ce que Amélie, tu as une question sur cette innovation, une remarque sur le fait de capter des innovations partout dans le monde avec un réseau d'étudiants ? Je trouve que c'est une idée brillante parce que les étudiants, c'est l'avenir de demain. Ils ont longtemps été dans une situation ultra précaire et ça ne fait que s'accélérer malheureusement. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir leur avis sur les différentes thématiques, qu'ils soient étudiants en histoire de l'art, dans le domaine de l'écologie, en management.
Je pense qu'avec tout ce qu'on peut recueillir, on peut améliorer de nombreuses choses au sein de notre société. Très bien. Donc C'est bravo. exactement ce qu'on cherche à faire avec cette communauté que donc tu animes chaque semaine. C'est ça, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup Dauphine. Donc nous allons rester à l'international avec Marcus Godard qui est VP Intelligence chez NetExplo et qui pilote la captation internationale. À tout de suite. La grande différence avec le monde physique, c'est que notre identité est totalement fragmentée. Nous n'allons pas poster la même photo de nous sur Tinder ou sur LinkedIn. Nous nous adaptons à chaque usage. En 1999, David Bowie, dans une interview à la BBC, explique comment Internet démontre qu'on est dans une fragmentation totale. Alors justement, sur les écrans et notamment sur les réseaux sociaux, on est en constante représentation et on joue différents personnages. Oui, par la force des choses, parce que par un écran, on passe par une image de nous-mêmes, une représentation de nous-mêmes. Et donc, on joue avec cette image, on la modifie, on la perfectionne. Vous voyez, Portal par exemple, c'est une sorte quasiment de téléportation. C'est une cabine à hologramme ultra perfectionnée, image 4K, son HD, et vous pouvez vous propulser dans une réunion familiale ou professionnelle, voire dans plusieurs réunions à la fois. Pour les enfants, Lego lance Vidéo, qui est un réseau social dans lequel les enfants peuvent composer leur apparence, leur décor, tourner des clips. Ces plateformes donnent donc une grande liberté qui peut permettre à chacun d'exprimer sa créativité. Alors je parlerai plutôt de paradis artificiel, parce qu'en fait, là où vous pensez être libre, eh bien, vous utilisez quelques emojis, quelques filtres. Donc ce n'est pas vraiment de la créativité personnelle. Et puis, en fait, chaque réseau social charte son design en chartant ses utilisateurs. C'est un petit peu la limite du système de promettre la créativité. Alors est-ce que c'est pas une illusion donc de penser qu'on est en train d'exprimer sa créativité sur un réseau social? C'est une illusion totale, car en fait, vous reprenez des codes déjà conçus par d'autres que vous. C'est un peu comme cette innovation japonaise, Osampo Kanojo, qui signifie en japonais « balade avec ma petite amie ». Donc imaginez, c'est une main robotique que vous prenez dans votre main pour vous promener dans la rue. Cette main est capable d'imiter, de transpirer, elle est capable aussi d'émettre un parfum de shampoing féminin, des bruits de pas. Et donc elle est censée combattre la solitude, mais ce qu'on voit bien avec ce genre d'innovation, c'est que ce que vous prenez par la main finalement, c'est le vide total. Mais à l'inverse, sur les écrans, on peut aussi devenir qui on veut être et ça peut être assez libérateur pour certains. Alors ça, c'est vraiment fascinant parce qu'en mettant bout à bout toutes les facettes de notre personnalité en ligne, on aboutit à une sorte de super personnalité, de personnalité enrichie, augmentée, bien plus riche et bien plus dense que la personnalité que nous avons dans la vraie vie. Et maintenant, Amélie, nous allons voir comment l'innovation mondiale s'occupe du branding avec Marcus. Oui, tout à fait. Alors, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'experts sur les nouveaux médias aujourd'hui. On peut même se poser la question où sont les limites des médias. En plus des réseaux sociaux, on a parlé des jeux. On va aussi parler de la blockchain et des NFT. Et j'ai noté qu'à chaque fois qu'on en parle, l'idée de l'authenticité, de la cohérence entre la marque et le message et le support revient tout le temps. C'est vraiment l'impression que j'ai eue en regardant différentes innovations en bonne et en moins bien partout dans le monde. Et c'est d'une actualité très importante parce qu'on va assister en 2022 à la mort des cookies, pas grâce au Cookie Monster, mais grâce à Google. Parce qu'on a eu RGPD en Europe, une prise de conscience de l'importance des données personnelles, des techniques anti-tracking sur les iPhones et autres appareils de Apple. Donc Google va arrêter en principe les cookies des autres entreprises en 2022. Donc il ne sera plus possible de suivre la navigation dans le détail d'une personne à travers l'Internet. Donc construire une relation avec le client, avoir une marque authentique, ça devient encore plus important. On a la chance d'avoir Amélie, experte en TikTok aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui m'a toujours marqué avec les réseaux sociaux, et c'est encore plus vrai avec TikTok, c'est que les grandes marques de grande consommation et des gros budgets doivent faire attention parce qu'ils sont presque sur un pied d'égalité avec les toutes petites entreprises. Un exemple presque au hasard, c'est une entreprise de nettoyage de piscine située au nord de Londres qui a des dizaines de millions de vues avec le hashtag oddly satisfying, étrangement satisfaisant, parce que les gens adorent de voir en accéléré une opération de nettoyage et une opération experte. Donc The Pool Guy, ils ont eu tellement de succès sur TikTok qu'ils vendent des mugs, des t-shirts, mais c'est une toute petite boîte, mais bien sûr c'est très courant et met en avant
leur expertise en diffusant des vidéos de nettoyage de piscine qui plaisent beaucoup, étrangement. On ne peut pas parler des nouveaux médias et du branding sans parler des influenceurs. Et une tendance qu'on a vue depuis quelques années, ce sont les influenceurs, les influenceuses virtuelles, c'est-à-dire les personnes qui n'existent pas. Ils ont un grand intérêt, c'est qu'on ne peut pas puiser dans leur historique sur Twitter pour voir qu'ils ont dit une bêtise il y a 5 ans, ensuite qu'ils portent préjudice à une marque. On a par exemple Rosie, qui est une jeune Coréenne de 22 ans, qui va avoir 22 ans éternellement, parce qu'elle n'existe pas en vrai. Donc elle ne peut pas en principe dire de bêtises qui pourraient être cancelled, pourraient être annulées. Elle a déjà 100 propositions de sponsors, elle en a déjà 5 ou 6. Elle monte surtout des programmes des produits sur Instagram. On a beaucoup parlé des jeux, c'était vraiment fascinant. On a remarqué que quand des marques arrivent avec ces grands sabots et veulent juste mettre son logo, ce n'est pas très bien vu. Moi, j'ai vu je ne suis pas spécialiste en gaming, mais j'ai vu deux exemples qui me paraissent assez bien faits parce que la marque s'intègre dans le jeu. Le premier, c'est la marque de mode Balenciaga sur Fortnite, où ils ont créé, comme tout le monde, une boutique virtuelle où on peut acheter des vêtements pour des avatars. Mais ce qui est très drôle en Fortnite, c'est qu'on peut transformer les baskets, par exemple, en armes et en outils qu'on utilise dans le jeu. Donc moi, je trouve que c'était bien trouvé, c'était très cohérent. Parce que l'objet a vraiment une fonction au sein du jeu, Exact. en dehors d'être une chaussure. Enfin, oui, et en même temps, ça fait la pub des chaussures. Ouais. Et c'est assez similaire dans la plateforme Roblox. Alors Roblox, c'est une plateforme de jeu assez simple, destinée aux enfants. C'est une esthétique entre le Wii et le Lego. Et là, il y a la marque Vans, qui est des marques de chaussures associées au monde du skate, qui est une très bonne idée. Pourquoi pas faire un skatepark virtuel et des jeux de skate, gratuits bien sûr, qui mettent en avant ces chaussures, parce que les joueurs portent les chaussures Vans et utilisent les skate Vans. Mais encore une fois, c'est très cohérent. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions négatives pour ce genre d'opération. Donc c'est possible pour une marque d'utiliser les jeux, de s'infiltrer dans un jeu, si c'est fait de façon logique, cohérente. Et on peut même se demander si tout ne devient pas terrain de jeu, et si tout devient terrain de jeu, est-ce que tout ne devient pas média, y compris la ville elle-même. Deux exemples qu'on a vus pendant la pandémie. À Tokyo, vous avez peut-être vu ces vidéos d'un chat géant en 3D qui apparaît au-dessus d'une gare très, très importante du centre de Tokyo. C'était conçu pour deux choses, pour mettre en valeur le fabricant d'écran, mais aussi pour remonter un peu la morale aux habitants qui passent devant tous les jours, pour voir un chat géant en 3D qui leur sourit ou qui leur fait bonjour quand ils sortent du métro le matin avec les masques. Et à New York, il y a Intel et une entreprise de streaming qui s'appelle Genvid qui a transformé une partie de Times Square en jeu. Là, les passants peuvent sortir leur téléphone et voir leur jeu sur un très 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 grand écran. Moi, je verrais bien la fusion des deux initiatives et par exemple un chat géant 3D interactif à la sortie du métro le matin qu'on peut caresser, on peut lui donner à manger, même le maintenir en vie comme ça la Tamagotchi, pourquoi pas. Donc vraiment le jeu envahit le monde réel et vice versa. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui de la blockchain, mais on a parlé des clubs de sport. Maëlle a notamment parlé de l'Olympique de Marseille. Donc, pour les raisons d'équité, je vais parler de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, comme vous le savez, c'est sans doute l'équipe de foot d'Europe le plus riche à ne jamais être champion d'Europe. Donc en 2018, ils ont lancé des fan tokens pour leurs supporters. C'est quand même une façon très intelligente de renforcer l'esprit de communauté, parce que beaucoup de grandes marques aimeraient bien avoir cette proximité, cet engagement qu'ont les clubs sportifs avec les supporters. Alors, les fan tokens sont enregistrés dans la blockchain, les supporters peuvent les acheter. S'ils ont un fan token, ils peuvent voter sur le choix du capitaine de la semaine pour les messages à afficher dans les vestiaires. Et en 2021, quand ils ont encore sorti le chéquier pour encore recruter une grande star, Lionel Messi, Messi a reçu des fan tokens comme ça faisait partie de sa rémunération, ce qui a fait augmenter la valeur des fan tokens pour les supporters. Et ça devrait augmenter encore plus si jamais ils remportent le Champions League un jour, qui sait. Mais on voit effectivement les grandes marques, et c'est juste par coïncidence qu'on parle deux fois de Coca-Cola, qui cherchent à se saisir des dernières opportunités. Le dernier média dont on parle beaucoup, si c'est un média, c'était les NFT. Les NFT, vous savez, ce sont
des non-fungible tokens, des jetons numériques qui représentent un élément, un actif qui est enregistré dans la blockchain, une cryptoactif si vous voulez. Alors là, c'était pour la bonne cause, c'était pour les Jeux paralympiques. Coca-Cola a créé un loot box comme ce qu'on trouve dans les jeux vidéo comme Fortnite, et ça comprend une doudoune numérique, donc quelque chose qui ne sert absolument à rien, mais au moins c'était pour la bonne cause, mais on cherche vraiment la cohérence entre la marque et le support et le message. Et là, le plus bizarre que j'ai trouvé dans ce registre-là, c'est-à-dire les marques qui cherchent à tout prix à s'emparer de la mode des NFT, c'est Stella Artois. On a donc une bière belge qui a créé des chevaux numériques, qui l'a mise en enchère pour participer à une course aux chevaux dans le métaverse entièrement virtuel. Donc là, on peut vraiment se poser la question, quelle est la cohérence entre la bière, le cheval, le métaverse, le jeu, le NFT? À mon avis, ils ne savent pas non plus, mais on voit que les marques cherchent toujours à s'emparer de la dernière technologie sans trop se poser la question peut-être de la cohérence. Cette question de cohérence se pose vraiment quand une marque se trouve dans un média qui est peut-être en contradiction avec ses supposées valeurs. Et il y a des activistes qui cherchent à alerter les marques de ce risque, et c'est dans ce cadre-là qu'on a posé des questions à la cofondatrice de Sleeping Giants France, Rachel, qui nous rejoint à distance. Exactement. Donc nous allons maintenant assister à une interview un petit peu particulière. Donc à tout de suite. Rachel, vous qui êtes la cofondatrice de Sleeping Giants France, pouvez-vous nous dire d'où vient le nom et le concept de Sleeping Giants? Eh bien, quand une entreprise veut passer sa publicité sur Internet, elle fait appel à une régie qui place son annonce sur un tas de sites web. Et parmi ces sites, il y a des médias extrémistes, haineux ou diffusant des fake news. À Sleeping Giants, nous alertons les annonceurs dont on voit la publicité apparaître sur ces sites toxiques. Et une fois alertés, ils sont libres d'y rester ou non. Notre nom vient d'une expression en anglais, Don't wake a sleeping giant, ce qui signifie ne réveillez pas un géant qui dort, car vous ne saurez plus l'arrêter. Nous sommes des citoyens qui ont été réveillés, qui ont compris qu'il est nécessaire de responsabiliser les marques, de rendre la haine non rentable. Mais c'est une activité parfaitement légale, alors pourquoi est-ce que vous devez garder l'anonymat? Notre anonymat a plusieurs motivations. Notre sécurité, évidemment, car on a vraiment beaucoup de menaces, parfois des menaces de mort, des fantasmes violents. Ensuite, surtout, nous ne souhaitons pas que les valeurs universelles que nous défendons soient associées à un leader ou à une seule personne. Alors comment est-ce que les entreprises réagissent-elles quand vous leur signalez que leur nom apparaît sur un site haineux ou toxique? Souvent, c'est d'abord un choc, car elles ne savaient pas que leur publicité atterrissait sur ce genre de site. Ensuite, notre alerte d'information permet évidemment à l'entreprise de reprendre le contrôle et de veiller sur ses paramétrages. On peut l'aider dans ce processus et on garde de bons contacts. On est invité pour parler aux fédérations, donner notre avis, partager notre expérience de cet écosystème. Et les marques ont-elles conscience du risque que pose le décalage entre leurs paroles et leurs actions finalement? Les marques savent que le client est davantage fidèle quand ils se sont représentés par la marque. Le temps où le consommateur ne se souciait que du produit est terminé. Les marques adoptent donc de plus en plus des chartes éthiques et de diversité et veillent à leur investissement et placement publicitaire. Ce qui marche très bien pour le print, mais est beaucoup plus complexe et difficile pour la publicité digitale, la publicité programmatique notamment. Merci beaucoup Rachel. Ben, merci beaucoup Amélie pour avoir participé à ce Global Trends mensuel de NetExplo. Donc votre livre Génération TikTok, votre tout premier livre qui connaît un succès fulgurant, on peut le dire comme ça? D'accord. Donc merci beaucoup pour votre participation. Et donc à très bientôt pour des nouvelles données sur peut-être de nouveaux réseaux sociaux
dans le métaverse ou pas, enfin à inventer ou qui n'existe pas encore ou qui existe? Est-ce que vous avez des projections prospectives là-dessus, sur De les réseaux nouvelles- sociaux du futur? De nouvelles plateformes vont continuer à voir le jour et on Mhm. va toujours continuer à évoluer, analyser ce qui se passe. Parfait. Bah, merci beaucoup Amélie. Merci à vous pour l'invitation. Merci.